Bonsoir à tous. Bonsoir Yann Monk. Yann Monk, vous êtes né en Angleterre, vous vivez en France. Vous êtes poète et traducteur, en particulier de Jacques Roubaud, de Georges Perec, de Raymond Roussel, de Marie Darrieussecq, de Raymond Pénac. Vous êtes membre de l'Oulipo. Vous avez écrit une vingtaine de livres en anglais, à peu près autant en français. Et nous allons parler ce soir de la dernière ligne de votre riche bibliographie, à savoir PQR, publié chez Isabelle Sauvage, une belle maison d'édition située dans le Finistère. Et ce livre, PQR, qui doit se lire comme poème quotidien rennais, est le fruit d'une résidence de 2 mois à Rennes, à l'invitation de la Maison de la Poésie. Alors, nous n'allons pas prolonger plus longtemps cette présentation et nous allons vous entendre lire la première semaine, puisque ce sont des semaines qui constituent les divisions et les unités de base de ce livre, la semaine et les jours. Nous allons entendre la première semaine de votre série de poèmes quotidiens. D'accord. Bon, merci Alain. Donc, j'arrive dans cette résidence sinistre à Rennes et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire un poème par jour et pourquoi pas commencer par des anaphores. Donc, je commence par les anaphores. Contrairement à Rennes, où le soleil se couche lentement sur le pas grand-chose de nouveau, sauf pour la nouvelle présence d'un grand roast beef. Parmi tous ces petits quoi, anglais peut-être, pour que justement le sang joyeux dompte l'esprit morose. À Rio, on rêve non mais pas d'une caipirinha et surtout pas d'une chouchen, mais d'avoir une flingue à soi, comme une chambre, un amour. Contrairement à Rennes, où, putain, la bombarde gueule encore comme une mouette malade, et le souffle atlantique remplit ses poumons, à Séoul, le K-pop est parti à la conquête de l'Ouest grâce aux boys bands comme tiens. Prenons par exemple BTS qui remplissent les salles entières à Londres, ou bien Girls' Generation, qui vont sûrement envahir la Bretagne à partir de maintenant, comme un barbecue avec ses nouilles. Contrairement à Rennes, où Madame la maire se lève posément de son bureau pour s'étirer, contempler son pouvoir sur cette terre de vieux clans, de nains et de démons. À Vissou, dans l'Essonne, Monsieur le maire boit un bon coup de rouge, puis, aussi debout que la France, s'affubule d'un gilet pare-balles, puis d'une étoile de shérif avec son katana, et il va titubant accueillir les étrangers. Contrairement à Rennes, où le vent fait valser si gentiment les arbres, et mes yeux montent vers le ciel morne. Dans le Var, les inondations font noyer 2 automobilistes piégés. Puis en Floride, et maintenant en Géorgie, les ouragans emportent tout devant eux, alors que 2 cyclones tropicaux frappent le côté ouest de l'Inde, chassant la population comme une guerre que la nature semble mener sur tous les fronts. Contrairement à Rennes, ou bien
comme un peu partout en Occident d'ailleurs, tiens, soit on méprise, soit on se fout des journalistes, des mecs immobiles auprès de muables choses. Qui lit Ouest France maintenant? L'Arabie Saoudite, pour tout cela, on ne peut pas plus sérieusement assassinant Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, puis découpant son corps en fines morceaux pour qu'il rentre dans la valise diplomatique. Contrairement à Rennes, où, comme en principe plutôt partout en France, on cherche à s'arranger de manière civilisée, quoique, pour s'occuper de ses défunts, mettons sous le menhir la cendre du brave. À Détroit, un gentil directeur de pompe funèbre proposait aux pauvres de stocker le cher disparu dans un garage non réfrigéré et surtout de faire gisir le bébé dans les cartons placés dans un faux plafond. Contrairement à Rennes, où en général, si on y vit, on y vote, sauf pour le roast beef par exemple, mais un changement de nationalité baisserait mon cœur pas si triste que ça. Au Luxembourg, on vote aujourd'hui dans ce grand-duché, oui, ça existe toujours, pour les législatives, 50% de la population n'est pas officiellement luxembourgeoise. C'est même difficile de dire luxembourgeoise. Et donc exclu de ce scrutin ô combien démocratique. Voilà, c'était donc la première semaine, cette poème qui commence chacun par « Contrairement à Rennes ». Donc évidemment, il y a déjà une volonté presque de contredire cette idée de résidence, tout en citant quand même à chaque fois la ville de Rennes. On a peut-être perçu que ces poèmes obéissaient déjà à cette contrainte qui est bien perceptible, qui est celle de l'anaphore, enfin cette règle en tout cas. Mais on peut en repérer d'autres, puisque ce sont des quatrains, qu'ils sont composés de donc trois vers de chacun 10 mots, suivi d'un quatrième vers à chaque fois de 5. Donc vous avez introduit, vous vous êtes plié, vous vous êtes donné des règles de composition assez strictes sur le plan formel. Bon, ça renvoie évidemment à votre statut de membre de l'Oulipo, mais comment avez-vous décidé, d'une part, cette écriture, est-ce que l'écriture quotidienne faisait partie des demandes de la résidence? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de faire un poème par jour? Et comment est venue cette façon numérique de les architecturer? La résidence comportait une commande de texte à la fin, mais sans préciser comment et pourquoi. Donc ça, c'est l'idée d'écrire un poème par jour, c'est totalement moi. Mais ça vient pas mal du Oulipo, de Jacques Chouet, qui écrit par exemple un poème dans le métro. Un poème par jour depuis des années. Et donc je me suis dit que au lieu de regarder par la fenêtre pendant 2 mois et rentrer chez moi et après me dire oh là là, comment je vais faire pour écrire le texte de commande, j'allais le faire sur place. Donc quand je suis rentré, c'était fait. Voilà, il y avait quand même aussi cette conception d'avoir des poèmes qui sont brefs et qui sont, comment dirais-je, réglés. Bon, on ne va pas écrire l'Iliade tous les jours quand même. Hein.
Oui, mais vous auriez pu faire une sorte de chapitre d'anecdotes, enfin voilà. Donc il y a quand même, c'est extrêmement bref, extrêmement, c'est pas sec, mais c'est très très enlevé, très très resserré déjà autour d'un événement d'actualité. Oui, tout ça s'est mis ensemble. Pas, enfin, c'est. Je ne sais pas trop comment, en fait. C'est-à-dire, j'avais décidé d'écrire un poème par jour. Mais pourquoi j'ai décidé d'introduire un événement que j'avais écouté à la radio, j'ai lu dans un journal, souvent le truc le plus grotesque possible. Pourquoi j'ai décidé d'introduire dans chaque poème une référence au texte sur la Bretagne. Là, par exemple, dans ce que je viens de lire, il y a une référence à chaque fois à un poème d'Heredia, Oui. la Bretagne. Il y a des prélèvements. Oui, et qui sont plus ou moins cachés, quoi. Voilà, alors on en repère, il y a quelques sonorités un peu post-romantiques là dans le Parnassien, Oui, voilà. dans le roman. Ce qui amène aussi, au même temps, un mélange de styles et de registres. Oui, ça fait un effet de kitsch un peu, voilà, si on peut dire. Bon. C'est-à-dire quand on entend le soleil couchant, les trucs un peu grandiloquents d'Heredia qui sont placés à côté de cette histoire de croque-mort qui stocke les cercueils dans son garage. Enfin voilà. Et ça, c'est une véritable histoire que j'ai relevée à la radio britannique. Oui, et puis on entend d'ailleurs qu'à chaque fois, Rennes est mise en rapport avec une autre ville. Il y a Istanbul, il y a Vissou, il y a Detroit, il y a je ne sais plus quoi. Enfin, bon, il y a à chaque fois une sorte de connexion que vous établissez entre cette résidence qui est très oui, parce très que centrée j'étais sur le seul à Rennes, Bretagne. en train de me faire chier dans cette maison et en train de pomper le monde de l'extérieur pour m'enrichir et aussi enrichir ce texte. Je suis un peu méchant en disant ça, mais... Oui, non, mais effectivement, il peut y avoir quand même l'idée, quoi qu'il arrive, même si qu'on s'ennuie ou pas d'ailleurs, mais il peut y avoir l'idée de toujours avoir soit de centrer complètement. Bon, là, on est quand même sur l'idée de la Bretagne parce que chacune des semaines, il y a des emprunts à des livres qui sont tous des livres ou bien des sources en tout cas qui sont très très bretonnes, on va dire, parfois même presque des sources de vie quotidienne, etc. Et là, on est dans une poésie qui n'est d'ailleurs pas faite par un breton, mais et puis un grand breton. Voilà. Alors il y a le roast beef, le grand breton, la petite Bretagne, etc. Bon, il y a aussi le côté joueur qui existe dans ce recueil. Bon, il y a la volonté de, malgré tout, malgré cet ennui dont vous parlez, il y a une sorte de volonté de s'amuser quand même. Pour moi, quoique... il y a la poésie super prise de tête, mais pour moi, la poésie, ça a toujours été aussi une histoire de plaisir, quoi. On prend plaisir. On prend plaisir là où on le trouve. Hein. Et on peut s'amuser aussi en même temps. Et ça peut être prise de tête, ça peut être les histoires très dures, les états d'âme, etc. Mais la poésie n'est pas forcément ça. Et une partie de mon travail d'écrivain a toujours été de montrer que la poésie, ça peut être toutes sortes de choses. Oui, d'ailleurs, quand on lit des livres comme Ploughtown ou là, par exemple, on voit qu'il y a à la fois, un côté très personnel qui est parfois, comment dirais-je, affectivement, très
même parfois difficiles, enfin où on voit des états d'âme qui ne sont pas forcément les plus joyeux. Et puis il y a quand même la volonté de donner une forme et de faire en sorte que cette forme puisse malgré tout structurer et prendre un peu le dessus sur ce qui se passe, sur ce qui se dit, ou tout au moins donner une sorte d'architecture. Bah, un des éléments qui vraiment a structuré, je pense, ma carrière de poète, c'était quand j'étais invité à Rotterdam, au Festival international de la poésie, et j'ai entendu 2 poètes américains assez connus à l'époque qui disaient qui faisaient une tête-à-tête, comme ça, une table ronde, qui disaient ouais, la poésie de nos jours, ce n'est que la poésie lyrique. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est les états d'âme, c'est-à-dire, oh, je me lève ce matin, je me sens triste, et pourquoi, et etc. Et moi, je leur ai posé la question, toute l'histoire de la poésie, qu'est-ce que vous en faites? L'histoire, enfin, la poésie épique, la poésie bucolique, la poésie, etc. Il y a toute une histoire de la poésie qu'eux, ils renient. Et moi, je voulais, en quelque sorte, pas tout réinventer, mais montrer que dans la poésie, on peut mettre beaucoup de choses, quoi. Oui, alors précisément d'ailleurs, quand on a souvent tendance à, quand on considère l'Oulipo, à ne voir que le côté extrêmement formel et voire ludique de la chose. Bon, souvent, on a tendance à réduire un petit peu la production de l'Oulipo à quelque chose qui s'apparente à des jeux de société. Bon, ce qui est aussi vrai d'ailleurs. Mais vous faites partie, comme d'autres, comme Pérec de façon plus cryptique, de ceux qui allient à la fois une volonté d'expression du moi, si on peut dire, et en même temps l'idée de donner à ça une forme rigoureuse et de contenir ça dans un certain nombre de limites, voire même de susciter des possibilités d'expression par la difficulté formelle elle-même. Ce que disait Pérec quand il faisait ses poèmes, ses anagrammes, il disait les contraintes sont tellement difficiles que je suis obligé d'aller les chercher au tréfonds de mon inconscient parce qu'autrement je n'y arriverai pas. Oui. Avant vraiment de découvrir l'idée du Oulipo, avant que je ne découvre Oulipo, en fait, parce que je vivais en Angleterre quand je commençais à écrire le texte contraint, je me suis dit que j'en avais marre je voulais écrire la poésie, mais je ne voulais pas écrire la poésie style voilà, oh, je me sens triste ce matin parce que etc. Donc, je voulais créer une sorte de formalité qui existait avant. J'avais fait lettres classiques à la fac, donc quand je voyais la poésie latine et grecque, il y avait une vraie forme de poésie, plusieurs formes. Et je me suis dit, pourquoi on ne peut pas refaire ça maintenant, mais sans forcément aller en arrière, c'est-à-dire pas forcément refaire les sonnets, par exemple, ou les alexandrins. Donc, créer autre chose, mais dans la même optique de faire une poésie formelle, dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on a une forme formelle
elle est vide et neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'idée qu'on doit écrire un poème de X mots en parlant de ci et ça, machin. Mais ce qu'on met dedans, on décide. On est libre de choisir. Voilà. Voilà, alors vous, par exemple, dans l'unité de base n'est pas dans le système formel que vous avez adopté ou créé. L'unité de base n'est pas la syllabe, n'est pas le pied, mais c'est le mot. Donc vous avez par exemple chaque journée, puisque les poèmes sont datés, vous n'avez pas lu les dates mais ils sont datés, chaque journée il y a donc 2 fois 3 vers de 10 mots et 2 vers de 5 mots chacun, ce qui fait 70. Donc il y a 7 fois 70 mots par semaine, par exemple. Donc ça fait partie de l'architecture, de la contrainte, du cadre, ce cadre justement que vous étiez donné, ce cadre neutre que vous aviez adopté au départ. Oui, parce que si on donne la même structure, je te le donne par exemple, je donne ça à quelqu'un d'autre, c'est une structure neutre dans laquelle on met ce qu'on veut. Donc quelqu'un d'autre va en faire quelque chose sûrement complètement différent. Oui, d'ailleurs, on voit bien avec quelle liberté. Enfin, d'ailleurs, on ne perçoit pas justement la rigueur à l'audition. En tout cas, on ne la perçoit pas. À la lecture, un peu plus. On voit bien avec quelle liberté s'exprime la vie quotidienne rennaise, l'actualité internationale, les lectures donc de livres inspirés ou situés en Bretagne. Mais il y a quand même dans ce recueil, dans ces PQR, il y a des semaines où il y a quelques exceptions. Je pense à la semaine 4. Voilà. Qui n'est pas, où la division quotidienne ne se fait pas sentir. Et là, peut-être que vous allez nous permettre de nous en rendre compte. Ah oui. Bon, Alain voulait absolument que je lise la semaine 4. Qui est complètement casse-gueule. En fait, j'avais décidé, donc la semaine 4, c'est un petit peu au milieu de la résidence. J'avais décidé de changer un petit peu de stratégie. Donc du coup, la semaine 4, c'est pas les courts poèmes, enfin 2 fois 2 strophes, mais c'est les strophes collées ensemble. Donc ça fait une semaine fleuve. Mais avec les parenthèses et toutes sortes de choses qui rendent la lecture super difficile. Moi, je vais essayer de le faire quand même. Aussi platement qu'une galette ou qu'une apophénie, faisons en sorte qu'on relise la vie d'une telle manière qu'on n'a pas plus de temps pour aller au cimetière, selon le fleuriste. Ou que, brésilien, on prend un ex-militaire fasciste pour le libérateur d'un système qui sortait les millions de la pauvreté. On dit de la Bretagne, vous, peuples étrangers, vous m'appelez stérile. Bon. Et puis, tes coteaux ne savent rien mûrir, sauf les conneries style le breton est la langue parlée par Adam et Ève. Ça a été scientifiquement prouvé. La langue originelle est un exemple inaccessible de la connerie humaine, comme la version japonaise sur le mur des usines peuplées par les esclaves coréens, nie tout en bloc, alors que la version anglaise
raconte l'horreur sans oublier les femmes de réconfort. Mais là-bas, il chie de la neige dans la Loire et à Saint-Étienne, etc. Contrairement à Rennes où il fait un temps quasi estival, très loin de la température de 0,0000006 Kelvin, empêchant toute jouissance grinçante et aléatoire. Lorsque vous me blâmez, nations étrangères, pensez au blasphème au Pakistan, où l'on adore le fou qui a tué le mec qui défendait une chrétienne accusée d'avoir sali de l'eau islamique. Putain, une religion compatissante qui arrive aussi apparemment à radicaliser l'un des gardes du corps du pauvre Rhys qui doit chier dans son froc, dans un trou noir, aussi noir que le tien, ici même ce soir, ou bien celui dans lequel étaient ensevelies deux adolescentes au Vatican. Mais tant pis si elles dorment, Dieu les réveillera. Tu y crois, toi? Moi, pas du tout. Enfin, mais vous aurez compris. Alors que je vois que certains paralysés remarchent sans l'aide de Jésus, mais seulement grâce à la science, aussi platement qu'une galette, quoi, alors que James Whitey Bulger, je ne sais pas si vous vous souvenez, lui, c'était le petit qui a enlevé, massacré un petit garçon en Angleterre. Nom qu'on pourrait traduire par Jacques Connard de Blanc, qui bonde outrageusement, vient de débander définitivement sans que la grâce du Seigneur et tous ses dons éclatent ailleurs que dans le slip d'un prêtre. Mais passons à autre chose. La physique, par exemple. Ou frotteur de tombes, pourquoi pas. Les introuvables actions, sauf dans le rayon de lessive au supermarché, par exemple, ou bien la raison qui explique pourquoi le pacemaker explose pendant les crémations. Mais le savoir du breton ne comprend que son culte. Suis-je en train de devenir un vrai grand breton alors, étant donné que j'ai la très nette impression que je ne pige plus rien à rien? Comme par exemple, encore pourquoi on ne parle pas ici de lente vierge portant une buère antique pour puiser dans notre source aléatoire, alors qu'il y a, disons, 4 milliards d'années, la collision entre notre galaxie, celle d'une barre chocolatée, et celle d'Andromède, démarra tout cela. Oui, même ces lentes vierges et le bure antique. Alors là, c'est une série, si on peut dire, une semaine continue. Une semaine à Rennes. Ouais. Voilà, une semaine continue. Ce qui est quand même aussi frappant, c'est de voir la façon dont les thèmes se passent d'un sujet à l'autre. Et en fait, il y a quand même beaucoup de... C'est là quand même l'actualité, toujours l'actualité internationale qui est très présente, qui est beaucoup plus présente que l'environnement quotidien rennais, bon, qui était peut-être pas effectivement extrêmement inspirant, mais en attendant, on est quand même surtout sur une espèce de
de réflexion sur le monde. Ça, c'était au départ le projet que vous aviez, ou bien de prendre les choses C'est comme elles une venaient? vilaine habitude chez moi. J'ai une tendance à réfléchir sur le monde, en fait. Oui. Et Oui. on a quand même, parce que là, c'est aussi, bon, le monde est présent, y compris dans ces, on l'avait déjà entendu dans la première semaine, mais dans les manifestations les plus politiques de ce qui se passe. Hein, on voit le fascisme brésilien, enfin, donc on voit très bien qui c'est. Cette idée alors effectivement, le jeune garçon qui avait tué un autre enfant, c'est ça, Ouais, c'est ça. Effectivement, qui avait quand même été posé énormément de problèmes sur la question de la responsabilité, la question de la punition, et qui devait plus ou moins sortir de prison, ou je ne sais plus. Enfin bon, il y avait toute une. Donc ça, c'est un peu aussi, c'est un journal de quelqu'un qui regarde le monde tourner autour de lui, peut-être. Enfin, tourner en tout cas. Oui. C'est-à-dire que je suis beaucoup l'actualité. Je lis beaucoup. À l'époque, et toujours aujourd'hui, je lis beaucoup de livres sur la science, par exemple. C'est un truc qui me passionne. Et la vie politique aussi, quoi. Donc, tout ça, je voulais mettre tout ça dans le texte tous les jours. Et donc... Alors on voit bien le côté scientifique. Bon, d'ailleurs, ça pourrait faire penser à Queneau aussi, qui faisait des poèmes scientifiques, une sorte de cosmogonie portative. Voilà, portative. Voilà. Ouais. Donc là, on voit bien le rayonnement, pardon, le rayonnement à 0,00006 Kelvin, la galaxie, la galaxie barre chocolatée, c'est Milky Way en fait. C'est ça. Il y a une barre où il y avait, je ne sais plus, une marque de barre. Bon, il y en avait avant, je ne sais pas si qui s'appelait Milky Way. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, l'idée de la collection de la collision d'une barre chocolatée et d'Andromède, c'est quand même assez grandiose d'un point de vue mythologique. Mais il y a quand même cette conception aussi qu'on trouve beaucoup chez certains auteurs de l'Oulipo, de l'intégration dans la littérature des choses vues. Hein, ça peut être depuis un café place de la mairie du 16e, ça peut être l'idée un peu de l'infraordinaire qu'on trouve chez Pérec justement, aussi chez Jacques Roubaud. Alors là, il est présent d'une façon assez particulière, mais enfin, il est quand même très présent. C'est une approche que j'ai beaucoup utilisée, l'infraordinaire. Pour mon recueil Plucktown, par exemple, il y a la partie qui sont basées sur le fait que pendant plusieurs mois, j'allais sur le parking du supermarché près de chez moi et je notais bêtement ce que je voyais. Et une fois qu'on se met, par exemple, j'allais aussi dans le café de tabac à la Poste. Et une fois qu'on se met quelque part, et on regarde, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'on est dans la ville, enfin n'importe où, on a toujours tendance à être toujours en train d'aller quelque part. Donc on voit pas vraiment. On se dit que je dois chercher les enfants à l'école, je dois faire mes courses, je dois faire etc. Donc on voit plus rien. Donc c'est très intéressant de se mettre quelque part et juste regarder, quoi. Oui, c'est ça, d'arrêter un peu de s'arrêter et de voir ce qui tourne. Oui. Ou ce qui ne tourne pas. Ou ce qui ne tourne pas. Dans Plucktown ou dans un autre ouvrage qui s'appelait Là, il y avait quand même là aussi à chaque fois l'idée d'une structure numérique. Dans Plucktown, c'était cumulatif. Hein, ça
ça a augmenté, disons, les séries, par exemple, ça, qui étaient basées sur des anaphores ou des choses comme ça, devenaient de plus en plus longues, puis s'interrompaient, il y avait des vers intermédiaires, il y avait des choses comme ça, mais quand même, d'une certaine façon, on était sur une espèce d'expansion. Et dans l'A, au contraire, il y a une contraction, puis ça commence par un poème de 11 vers de 11 mots, voilà, si ma mémoire est bonne, et ça se termine sur un vers de un mot. Je vois que, tu as lu quelques-uns de mes livres, quand même. Voilà. Mais c'était quand même... C'est encourageant. Voilà, il y a quand même l'idée de faire aussi du numérique, et ça, c'est quand même une question qui est toujours assez intéressante à poser aux membres de l'UPO. Quel est le rôle du nombre exactement dans la... Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que... en fait, l'idée de compter les mots, et classiquement, évidemment, en français, on compte les syllabes, le pied, quand on écrit de la poésie. Ça revient un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc, comment refaire une sorte de structure formelle sans refaire la même chose? Et il se trouve qu'à l'époque, je vivais à Lille et il y a une sorte d'une école nordiste de poésie où Ivar Chevava, qui a lu ici dans la petite salle il y a un certain temps avec Lucien Suel, tous les deux, ce sont des amis et ils ont eu... l'idée, je ne sais pas, ils ont vraiment eu l'idée, mais ils ont vraiment propulsé l'idée qu'on peut compter autre chose. Ivar, c'est surtout les mots, et Lucien Suel, c'est surtout les lettres, ou les signes typographiques, plus exactement. Et moi, je me suis dit, je commençais à discuter avec Ivar, et je disais, compter les mots, c'est n'importe quoi, c'est trop mou comme forme. Et il m'a dit, essaye, redis-moi ça. Et donc, je commençais à le faire, et en fait, c'est très agréable comme structure, parce que, effectivement, c'est pas très difficile dans la mesure où c'est pas comme écrire sans la lettre E, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, ça fait qu'on sait qu'on doit écrire un vers de 10 mots. On se dit, qu'est-ce qu'on met dedans? Et quand on arrive à 8, 9, on se dit, est-ce qu'on termine le vers avec un mot fort ou est-ce qu'on fait un enjambement ou qu'est-ce qu'on fait quoi? Oui, il y a des enjambements d'ailleurs, même de strophe en strophe des fois. Donc c'est une réflexion constante quand on est en train d'écrire. Oui, c'est c'est l'alchimie subtile dont vous parlez d'ailleurs dans la dernière semaine. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... certains lecteurs ou auditeurs qui ne sont pas forcément convaincus disent qu'il y a une sorte de fétichisme et que... Je m'en fous. Voilà, donc on s'en fout. D'accord. Voilà. Enfin, ce qu'il faut se dire qu'à Ulipo, on dit qu'on peut écrire comme ça, mais on n'est pas obligé d'écrire comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose les pistes pour écrire. Et si on est très bien en faisant du vers libre, en disant, je me lève ce matin, j'écris ce que je veux, et ça marche, pourquoi pas? Mais ça marche pas. Si, ça peut marcher. Ça peut marcher. Il y a des gens pour qui ça marche. Mais moi, je trouve que pour moi, ça marche mieux quand je me donne vraiment les boîtes dans lesquelles je dois mettre les choses, quoi.
en quelque sorte. Voilà. Alors peut-être qu'on va entendre, puisque là on arrive quand même à quelques minutes de la fin de notre entretien, cette dernière semaine où justement vous parlez aussi de l'alchimie subtile, de votre travail en résidence, et qui s'appelle Enfin bref. Enfin, qui s'appelle pas d'ailleurs, qui commence par Enfin bref. Donc on ne lit pas en regardant mes chaussures. On peut le faire. Non. Non, on peut le faire. Je ne sais pas si, Non. si on a le temps. Voilà, c'est... Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cette semaine est courte parce que c'était écrit rigoureusement selon la journée de la résidence. Donc, il y avait 5 semaines dans la dernière semaine. Et là, il y a des références, pas aux poètes comme Heredia ou je ne sais pas quoi. Il y a des références au site web de la boutique prêt-à-porter Poème à Rennes. Parce que j'avais remarqué l'existence de cette boutique en arrivant dans la ville. Je me suis dit, tiens, on va utiliser ça. Enfin bref, son perceptron. Perceptron, c'est le molécule potentielle qui explique ce que nous percevons. Son perceptron fiable au sein d'un univers où le mode crée une alchimie subtile, on crée apparemment des ateliers divorce zéro déchet, aussi géniaux pour la planète que la politique nucléaire française. Selon moi, ça pue alors carrément. Mais d'écrire tout ceci précisément sans perceptron fiable et surtout sans un vocabulaire aussi riche pour dénoter les odeurs que la langue des Jaya me semble très largement compromis. Je me suis toujours dit qu'en regardant le chien d'une de mes filles qui sortait de la maison, je brode, je fais n'importe quoi, mais qui sortait de la maison et qui faisait, quand nous on sort de la maison, on a tendance à faire, et lui il faisait, c'est que un chien vit vraiment avec son nez et nous avec ses yeux. Enfin bref, la France participe finalement à un vrai championnat de hockey sur gazon. Contrairement aux Canadiens qui, en hiver, marchent dans la rue comme s'ils jouaient dans un match de hockey sur glace. Pendant ce temps, profitez des soldes sur la collection 2018. Alors que la mission sur Mars vient de, amarcionner, où un match de hockey sur gazon resterait plus imaginable qu'un sur glace. Enfin bref, entre faits maraboutés et aventures d'étoiles, marchons vers l'intelligence artificielle en France, enfin alors qu'on se demande en quoi elle est artificielle, si on le compare à la nouvelle intelligence du cerveau droit des Américains. Dans l'Ohio, on envisage de condamner à mort toute personne, mère potentielle ou médecin, ayant commis un avortement après le premier battement de cœur d'un Donald Trump potentiel. Enfin bref, au lieu de me faire transporter au cœur de Rennes,
vers un véritable échange. Je me traîne vers mon lit, n'ayant réussi aucun apprentissage ce soir, alors que le très profond Donald Trump milite pour chauffer un peu plus la planète parce qu'il semble avoir froid, le pauvre mec, malgré le fait d'avoir une moquette sur le crâne, ainsi conservant 30% de sa chaleur humaine. Enfin bref, apparemment notre président rencontre le prince héritier saoudien qui s'inquiète par rapport aux agissements notoires des souteneurs des droits de l'homme, alors que dans ce pays, les sans-culottes sont maintenant affublés de gilets jaunes, alors qu'à Rennes, concernée par rapport à de telles façons de s'habiller, la boutique Poème milite pour que la poésie de vos désirs devienne mieux que rêve, une réalité. Voilà, réalité, c'est le mot de la fin des poèmes quotidiens rennais. Merci Yann Monck, merci d'avoir été avec nous et merci à vous tous de nous avoir suivis et puis à bientôt peut-être pour une autre soirée de la Maison de la Poésie qui vous en réserve encore beaucoup.